Benoît Pelopidas, bonjour. Nous sommes très contents de vous avoir en entretien pour Homo Nuclearus. Vous le savez, notre média est spécialisé dans le nucléaire civil et nous allons faire exception aujourd'hui. Nous allons parler de nucléaire militaire, plus précisément de dissuasion nucléaire. Alors pour résumer, mais on aura toute l'occasion de développer le concept, la dissuasion nucléaire c'est un pari sur la peur et avant tout elle repose sur la crédibilité de ces armes. Avant d'écouter vos arguments et vos critiques sur la dissuasion nucléaire, nous allons faire démonstration de votre propre crédibilité, c'est important. Donc en fait, comme on dit au journalisme, qui parle et d'où il parle. En gros, Benoît Pelopidas, vous êtes qui? Bonjour, merci de me recevoir. Je suis professeur des universités ici à Sciences Po, où j'ai créé le programme d'études des savoirs nucléaires, qui se distingue par deux choses extrêmement simples. Le premier élément distinctif de ce programme, c'est le refus du financement porteur de conflits d'intérêts. Tout simplement parce que dans tous les domaines où on s'est posé la question, il a été établi que la recherche financée sur la base du conflit d'intérêts produit des biais. Sachant cela, quand je suis revenu en France depuis Princeton, je me suis dit, bon, on va appliquer un principe de précaution et jusqu'à ce qu'on ait prouvé que le financement porteur de conflits d'intérêts sur la chose nucléaire ne pose pas problème, on se l'interdira. Et donc nous sommes financés exclusivement sur la base de la reconnaissance du travail académique évalué par les pairs, et ça peut être des financements français ou européens ou autres, mais tous évalués par les pairs. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est un programme de recherche interdisciplinaire qui a pour but d'évaluer ou de rendre possible l'évaluation des effets de la politique nucléaire. Et pour revenir sur la distinction que vous avez faite, effectivement, nous, on commence par regarder les armes nucléaires et pas par regarder l'énergie. La question du rapport à l'énergie est un des axes qu'on est en train d'ouvrir maintenant, mais la contribution majeure de l'équipe, c'est plutôt de regarder les effets du développement des arsenaux nucléaires et de leur impact. Sciences Po, on peut se dire, tiens, encore un nouveau groupuscule, un nouveau think tank, même si vous êtes indépendant, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas avec une parole militante et comment, du coup, comment s'effectuent vos recherches et comment vous avez accès aux données, du coup? Alors, merci beaucoup d'avoir posé cette question, c'est vraiment la clé, d'autant qu'on est dans un environnement informationnel en France où, paradoxalement, ce qui devrait être qualifié de communication stratégique, et c'est l'objet du chapitre 7 de mon livre, c'est-à-dire un discours expert qui reprend les éléments de langage du discours officiel, qui les traite comme si c'était des catégories d'analyse et qui fait une faute considérable, à savoir de prendre des preuves d'intention en disant on veut que la politique produise cet effet comme si elles étaient des preuves suffisantes de l'effet. Ça, c'est des éléments, si vous voulez, qui distinguent la communication stratégique, mais dans le contexte informationnel français, on considère que ça, c'est de la recherche et que ce qui n'est pas ça, ce serait du militantisme. Donc le pas du programme d'études des savoirs nucléaires, c'est simplement de créer un espace où il est possible d'appliquer les standards académiques de la recherche sur n'importe quel domaine à cet objet d'étude, en disant nous ne faisons pas de communication stratégique, nous faisons ce que des collègues appelleraient l'évaluation de politique publique. Et donc les types de données qu'on va utiliser, c'est des données d'archives en France et à l'étranger, des données par entretien et aussi des données de sondage. On a notamment créé nos propres sondages après avoir identifié que précisément les sondages disponibles sur les attitudes des opinions publiques en France faisaient exactement la faute que je viens de décrire, c'est-à-dire répéter les postulats et les catégories du discours officiel, donc il fallait se distancier de ça. Alors entrons dans le vif du sujet, oui. C'est quoi une dissuasion nucléaire? Quel est son principe stratégique? Alors,
je pense qu'il faut contextualiser l'ensemble là. Et il faut aussi, disons, dénaturaliser le monde dans lequel on est. On est en France, donc on a l'habitude d'être dans un environnement discursif dans lequel on parle de la dissuasion. Donc il faut d'abord commencer par dire, mais il y a 9 États sur la planète qui considèrent que leur sécurité nationale et la sécurité internationale exigent qu'ils disposent d'arsenaux nucléaires et qu'ils affirment être déterminés et matériellement capables de les utiliser. C'est ça qu'on va appeler la dissuasion nucléaire. Je vous ai dit 9 États, ça montre à quel point c'est rare. Il y a aussi 5 États de l'OTAN et la Biélorussie qui sont hôtes d'armes nucléaires américaines et russes pour la Biélorussie, mais c'est un nombre historiquement bas. Et donc ça, ce que ça nous dit, c'est que, ou ce que ça nous rappelle, et ce à quoi on ne pense pas nécessairement, c'est que vous avez plus de 153 États qui n'ont jamais même essayé de disposer de ces systèmes d'armes, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de politique de sécurité nationale. Ça veut simplement dire que, en fait, la ligne de clivage politique et stratégique aujourd'hui, c'est entre des États qui considèrent que les armes nucléaires sont des garanties de sécurité, sont des instruments de sécurité. Ça, c'est les États dotés d'armes nucléaires, ils sont 9. Et les autres qui disent les armes nucléaires, il faut que j'ajoute dans la première catégorie les alliés et les États hôtes, et les autres qui sont plutôt sous une catégorie qui consisterait à dire les armes nucléaires sont un problème de sécurité. Elle est là, la ligne de division. Les premiers disent la dissuasion nucléaire ou la dissuasion. Et donc quand on parle de ça, on parle de menacer d'utiliser des armes nucléaires avec les conséquences que ça comporte, d'affirmer qu'on est déterminé à le faire, qu'on a la capacité matérielle de le faire. Et je pense que la première chose qu'il faut faire quand on parle de dissuasion nucléaire, c'est écarter peut-être 2 erreurs. La première, ce serait de dire la dissuasion nucléaire, ça veut dire frapper en second, par opposition à frapper en premier. Eh bien, si c'était vrai, si c'était ça la définition, alors tous les États dotés d'armes nucléaires, qui tous disent « nous disposons de ces systèmes d'armes pour pratiquer la dissuasion nucléaire », ils auraient tous dû développer une posture de ce qu'on appelle le non-emploi en premier. Le président Biden avait fait campagne en 2019 en disant qu'il allait l'adopter et ne l'a pas fait. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que, historiquement, dans l'histoire de l'âge nucléaire, la plupart des États dotés d'armes nucléaires n'ont jamais développé de no first use policy, donc de politique de non-emploi en premier, ce qui montre que, et le philosophe Jean-Pierre Dupuy a une jolie expression, lui il dit la dissuasion nucléaire c'est être le premier à frapper en second. Donc ça c'est la première erreur à éviter, ça n'est pas frapper en second, c'est se réserver la possibilité de frapper en premier, notamment face à une invasion du territoire, et c'est vrai aussi pour l'OTAN. La deuxième erreur, plus commune, c'est de se dire « Ah, la dissuasion nucléaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explosion. » On dit des fois en France, c'est le non-emploi. Et ça, c'est une confusion historique, parce que c'est oublier que dans les premières décennies de l'âge nucléaire, les partisans de la dissuasion nucléaire, et des collègues du CEA aujourd'hui le disent encore, on a défendu en France, mais aussi dans d'autres États, la nécessité de faire des essais nucléaires et des essais nucléaires atmosphériques pour se rendre capable de produire des armes thermonucléaires et aussi pour rendre la dissuasion crédible. Ce qui veut dire que, historiquement, la construction de la force de dissuasion a exigé des explosions nucléaires. S'imaginer que la dissuasion, c'est
l'absence d'explosion, c'est manquer le caractère constitutif des explosions qu'on appelle pudiquement essais nucléaires dans la constitution des forces aujourd'hui dites de dissuasion. Qui participent donc de la crédibilité de l'arme. Qu'est-ce qui différencie la dissuasion nucléaire d'une dissuasion par arme chimique ou par bactériologique? On pourrait avoir ce même chantage? Alors là, si vous voulez, ça ouvre justement la question de ce qui s'est passé d'étrange avec les armes nucléaires. C'est-à-dire, il y a une tradition qui comprend la nucléarisation du monde et qu'on appelle soit simple deterrence, dissuasion simple, ou dissuasion existentielle, qui s'est convaincue que la présence de ces armes, du fait de leurs caractéristiques matérielles et de leur capacité de destruction, suffisait à produire l'effet dissuasif. Et donc ça, supposément, ça les distinguerait de toute autre forme de menace à intention dissuasive. Mais là, évidemment, si vous voulez, si ça c'était vrai, il n'y aurait eu jamais d'attaque contre des États dotés d'armes nucléaires. Or, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'âge nucléaire. Je passe ça en revue dans Repenser les choix nucléaires. Mais pour revenir sur ce qui les distingue, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les deux aspects quand on parle de... Tiens, ça c'est l'occasion d'une correction intéressante. Quand on parle des armes nucléaires, on dit souvent la bombe. Et la bombe, ça coagule trop de choses. C'est-à-dire, il faut distinguer vraiment l'explosif et le vecteur. Et quand on réfléchit aux armes nucléaires, il faut se rendre compte qu'il y a eu du changement en termes d'explosifs. C'est-à-dire, on est passé d'un explosif dit classique, alors on dit parfois conventionnel, mais classique serait plus correct, à un explosif nucléaire, qui simplement montre qu'on peut concentrer la capacité de destruction, et un explosif thermonucléaire dont la capacité de destruction unitaire est multipliée par 1000 et augmente encore. Ça, c'est l'explosif. Et cette évolution, elle devient importante quand on la couple avec le vecteur qui accélère. Les missiles supersoniques. Les missiles balistiques qui, justement, à la fin des années 50, au début des années 60, remplacent les bombardiers. Pourquoi ça c'est important? Parce que précisément, la trajectoire et la vitesse de déplacement des missiles balistiques fait qu'il devient matériellement impossible de les rappeler ou de les détruire, et que donc, puisque l'explosion d'un est déjà radicalement intolérable, il devient donc impossible de protéger les populations, et c'est pour ça qu'au début des années 60, on peut dire qu'on entre dans un âge de la vulnérabilité nucléaire globale. Et là je ne résiste pas de vous donner une petite citation du 6 janvier 1976, et c'est un élément qu'on trouve aux archives aux États-Unis, où Henry Kissinger discute avec un comité pour la maîtrise des armements et le désarmement, et il dit « c'est quand même incongru de planifier la guerre nucléaire et d'être matériellement incapable de protéger sa société ». Et en fait, c'est le monde dans lequel nous sommes depuis au moins les années 60. On va dérouler un peu le contenu de votre bouquin. Vous dites en gros que la crédibilité de la force nucléaire est une fausse évidence. Le premier élément, c'est cette idée que la dissuasion nucléaire veut dire le non-emploi. Donc, on a établi que non, ça veut dire des essais nucléaires. Et là, je zoome sur le travail de en fait, deux membres de l'équipe, Sébastien Philippe, qui a travaillé avec Thomas Stathus et qui a fait ce livre Toxique, à partir justement de 2000 pages d'archives et d'une simulation inédite, illustration de ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité du travail interdisciplinaire, pour pouvoir authentifier et valider de manière indépendante les effets des explosions nucléaires françaises en Polynésie. Et en se concentrant sur un essai qu'on appelle l'essai Centaure en juillet 1974, ils ont réussi à montrer que, parce que cet essai ne s'est pas passé comme prévu, ça a suffi
a contaminé plus de 100 000 Polynésiens au-delà du niveau de contamination qui leur donnerait droit à indemnité dans le cadre de la loi Morin de 2010. Mais ça, pardon, je suis un peu lourd sur ce point, mais il faut se rendre compte qu'il a fallu ce travail sur archives, ce travail d'analyse technique, ce travail de modélisation, et cet ethos de la recherche indépendante, parce qu'il y a eu une tentative de disqualification de cette recherche, comme pour la plupart de nos autres résultats, mais on en parlera. Faire de la recherche indépendante, c'est aussi faire tenir ce cap de ça n'est pas du militantisme, c'est de la recherche validée internationalement au service du débat public, mais c'est faire face justement à des tentatives de résistance de la part de l'expertise para-officielle qui a toujours été perçue antérieurement comme de la recherche légitime. L'autre résultat et l'autre nom que j'ai brièvement mentionné, Thomas Fraise, c'est un jeune docteur qui a travaillé sur justement la production du secret nucléaire et qui arrive à montrer que la nucléarisation des États introduit des poches de secret et donc rend la redevabilité sur les politiques publiques nucléaires plus difficile que dans d'autres domaines. Donc vous avez cette première critique donc, sur la dissuasion nucléaire n'est pas l'absence d'explosion, qui exigeait à la fois le travail de toxique et le travail sur comment est-ce qu'on produit le secret nucléaire et comment est-ce qu'on contient la possibilité de la recherche indépendante, parce qu'en France, il y a aussi une exception là. Il y a la loi du 15 juillet 2008 qui permet pour la première fois, au nom de la non-prolifération, de classifier à perpétuité des données supposées proliférantes. Ça, c'est une première ligne de critique et je voulais vous montrer comment ça exige à la fois un souci de l'indépendance, un souci de l'interdisciplinarité. Je précise d'ailleurs, pour insister sur l'indépendance que j'ai présentée jusqu'à présent simplement comme un principe de précaution, je précise que nous avons aussi fait un travail méthodique de suivi des financements et d'entretien avec les analystes dans les 45 think tanks les plus influents au monde sur la politique nucléaire. C'est un papier en accès libre dans la revue International Relations, donc évalué par les pairs à l'international, qui montre que ce qui est vrai dans tous les autres domaines est vrai aussi dans le domaine nucléaire, à savoir le financement porteur de conflits d'intérêts qui est anormalement répandu dans ce domaine, produit aussi des biais, très rarement de la censure directe, mais extrêmement fréquemment de l'autocensure et très fréquemment aussi la sélection d'analystes dont on sait que les opinions sont déjà conformes à celles de ce qu'on appelle l'idéologie de l'ordre nucléaire. De la même manière que les résultats dont je vous parlais sur les essais nucléaires sont validés par la science à échelle internationale et vont peut-être même avoir un effet sur la législation en France, le travail sur la chance, il est aujourd'hui validé en sciences politiques, en histoire, et en fait, il n'existe aucune réfutation scientifique. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument sur la chance ? Ça part de deux observations un peu intuitives. La première, c'est que vous et moi, on peut être tout à fait d'accord pour dire « Ah, depuis 1945, il n'y a effectivement pas eu d'explosion nucléaire non désirée et on s'en réjouit. » D'accord. Mais, en fait, on fait le pas de plus qui consiste à dire « Puisqu'elles n'ont pas eu lieu, ces explosions nucléaires non désirées empêchées ont été empêchées par le succès de la dissuasion nucléaire et des pratiques de contrôle. » Et bien ça, on ne l'a pas prouvé. Et donc le premier pas de la démarche sur la chance, c'est de dire, on va créer un moyen pour distinguer les cas de chance des cas de succès du contrôle. Si ce qui a empêché des explosions nucléaires non désirées, c'est la mise en œuvre parfaite de pratiques de contrôle, alors on va appeler ça succès du contrôle. Absolument aucun problème, volontiers. Par contre, si ce qui a empêché des explosions nucléaires non désirées, c'est
la défaillance technique, la désobéissance, des paramètres extérieurs au contrôle ou une combinaison de ces trois-là, il serait incorrect d'attribuer cette issue favorable à un succès du contrôle. Donc ces trois types de conditions nécessaires sont des modes de la chance. La défaillance technique, la désobéissance, que j'ai appelée effectivement désobéissance opportune, et des paramètres extérieurs aux pratiques de contrôle. Je vais vous donner un peu des exemples de ça. Oui, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est quand on prend le côté quantitatif. Oui. On reprend par exemple un spécialiste comme Erich Schlosser a mis en valeur qu'en 1980 déjà le ministère de la Défense américain a publié une liste de 32 cas d'accidents graves liés aux armes nucléaires entre 50 et 80, 1950 et 1980. Alors merci beaucoup d'avoir cité le travail d'Erich Schlosser parce que effectivement je ronchonne sur les limites de la production de connaissances par le champ académique, mais il y a certains travaux extraordinaires. Et là, ce travail est extraordinaire. Il vient d'un journaliste d'investigation, donc Erich Schlosser, cet ouvrage Command and Control, qui a été une grande inspiration pour nous. Et je suis ravi que vous ayez cité ce chiffre et cette période, parce que ça, le chiffre de 32, c'est le chiffre qui est dans le rapport du panel Drell de 1990, présenté au Congrès américain, dans lequel on dit il y a eu 32 broken arrows, 32 cas dans le cas. Alors, je ne sais pas si je les qualifierais tous de cas de chance, mais il y a eu 32 cas où on aurait pu avoir une explosion nucléaire. J'ajoute deux choses à ça. La première, c'est que je suis allé interviewer Sidney Drell en 2013 à la Hoover Institution et, chose de mon point de vue inattendue, il m'a dit « Je suis sûr que même sur la période que nous avons investiguée aux États-Unis, nous n'avons pas vu tous les cas. » Et donc ça, c'est un point important dans la compréhension du domaine de validité de l'argument de la chance. C'est-à-dire, il y a de bonnes raisons de penser que mon évaluation de la chance est une sous-estimation. Par contre, je ne suis pas en mesure de dire à quel point c'en est une. Une première raison de la possible sous-estimation, c'est ce que m'a dit Sidney Drell pour le cas des États-Unis. Une autre raison de la sous-estimation, c'est simplement, comme n'importe quel chercheur sérieux, je dépends de la disponibilité des sources primaires et les États-Unis et le Royaume-Uni sont exceptionnellement ouverts et transparents sur leur passé nucléaire. C'est pour ça que la plupart des cas dont vous m'entendrez parler sont des cas américains et dans une moindre mesure britanniques. On a trouvé un cas en France. Donc, croire que notre liste est une liste complète, ça veut dire, alors qu'on a trouvé tous ces cas dans ces deux pays, il n'y en aurait aucun dans tous les autres États dotés d'armes nucléaires qui sont beaucoup plus opaques sur leur passé, et il n'y en aurait aucun dans les 30 à 50 dernières années qui sont de toute façon couvertes par le secret nucléaire et le secret de la défense nationale. J'ajoute juste deux éléments, parce que souvent, les interlocuteurs de l'argument de la chance me disent « Ah oui, mais vous n'avez pas prouvé que c'était le hasard. » Et ma réponse à ça, c'est « Mon but n'est pas de prouver que c'est le hasard. Mon but, et l'argument de la chance dit clairement que le but, c'est de montrer que dans de nombreux cas, la mise en œuvre parfaite des procédures de contrôle soit n'a pas eu lieu, soit n'aurait pas été suffisante. Et ça, on l'a prouvé. Donc c'est ça le propos. D'autant plus que, point de départ intéressant, il y a un nombre important de décideurs politiques et militaires, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aussi en France. Je pense au général Boffre qui finit par parler de Providence en 1974, qui reconnaissent que ce qui a empêché les explosions nucléaires non désirées, c'était des choses excédant le contrôle.
Et encore une fois, il ne s'agissait pas de les croire sur parole, mais il s'agit d'observer qu'ils auraient eu tout intérêt à dire le contraire. Ils auraient eu tout intérêt à dire oui, on a évité des explosions nucléaires non désirées parce qu'on est extraordinaire comme gestionnaire de crise. Donc il y a un pari sur la chance, un pari sur la désobéissance opportune, comme on l'a dit, qui n'est pas rendu visible par les discours, qui est tu par l'expertise. Tout ça, quand même, nous rapproche d'autant plus du risque, du danger. Et ce danger, il est pendant de quel arsenal nucléaire mondial? Alors, oui, je vous réponds dans une seconde, mais je pense qu'il faut articuler cette histoire de désobéissance opportune. Donc, je vous ajoute, si vous permettez, un petit récit de qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance opportune. C'est-à-dire que, précisément, comme la chance, on la caractérise comme ce qui n'est pas explicable par le contrôle, alors la désobéissance est une modalité de la chance. Et donc dire, on va monter un système de sécurité nationale et internationale sur la base du fait que on va former tout le monde à obéir tout le temps, mais on va parier sur le fait qu'ils sauront toujours quand désobéir et qu'ils désobéiront toujours à ce moment-là, mais jamais à un autre moment, c'est une modalité du pari sur la chance. Et donc, l'exemple le plus célèbre de ça, c'est le cas que vous avez cité brièvement tout à l'heure, voilà, le colonel Stanislav Petrov, le 26 septembre 1983, dont la désobéissance consiste à capturer le temps de décision, consiste à prendre le temps d'attendre. Elle est là, la désobéissance. Ce qu'il aurait dû faire, c'est rendre compte immédiatement. Du fait de la vitesse à laquelle les missiles balistiques se déplacent, il faut environ une demi-heure pour un missile balistique d'aller de Washington à Moscou, donc le temps de décision est de 8 minutes, et donc quand l'officier radar prend 6 minutes pour décider, c'est 6 minutes de moins pour le leadership politique. Et elle est là, en fait, la désobéissance. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est la question de la désobéissance. L'autre chose que je voulais vous dire, c'était... on a un mode de chance dont on n'a pas parlé du tout, qui est les facteurs indépendants des pratiques de contrôle. Et l'exemple, là je vous donne un exemple qui est en septembre 1980, sur la base de Grand Forks dans le Dakota du Nord. On a un bombardier B-52 dont le moteur numéro 5 est en flammes. L'incendie dure plus de 3 heures. Et on découvre après qu'à l'arrière de ce bombardier, il y a des explosifs SRAM-A dont on va découvrir qu'ils sont hautement sensibles au feu. Donc évidemment, la question devient pourquoi est-ce que les flammes sont restées à distance du compartiment dans lequel se trouvaient les explosifs? Quand je dis SRAM-A, c'est A pour atomique. Il y a une controverse sur la probabilité de l'explosion nucléaire si les flammes les avaient atteintes, mais le directeur du laboratoire Lawrence Livermore, Roger Batzel, a témoigné devant le Congrès américain en disant « Même si ça n'avait pas explosé, ça aurait été pire que Tchernobyl ». Sachant ça, pourquoi est-ce que ça n'a pas été une catastrophe? Parce que ce jour-là, il y avait une tempête. Donc vous voyez, les 3 facteurs décisifs, c'est la présence de la tempête, le fait que la tempête a duré assez longtemps pour qu'on puisse éteindre l'incendie, et que le vent nous a fait la courtoisie de ne pas changer de direction en cours de route. Évidemment, aucun de ces paramètres n'est réductible à une pratique de contrôle. Donc là, ce n'est pas de la défaillance technique, de la désobéissance, c'est bien la nécessité d'un paramètre extérieur aux pratiques de contrôle. On ne peut pas demander à l'Air Force de d'un seul coup prendre le contrôle du vent. Et donc il faut reconnaître que ce cas, Grand Forks 1980, il illustre ce type de chance.
et qu'il a fallu, encore une fois, le travail de la recherche indépendante pendant plusieurs décennies, parce que les institutions avaient un intérêt à re-raconter les cas de chance comme des cas de contrôle. Et ça, en entretien, on en a des preuves matérielles. C'est-à-dire que quand vous êtes une institution dont le mandat est un mandat de contrôle parfait, eh bien, tant que ça n'explose pas, vous racontez que vous avez parfaitement tout contrôlé. Ce qui rend beaucoup plus difficile d'apprendre et de vous adapter aux épisodes où vous n'avez pas tout contrôlé. Le risque nucléaire donc, est dépendant de beaucoup de facteurs donc, qui échappent à la contrôlabilité. Et à ça se conjuguent les différentes doctrines des pays, ce qui vient un peu chambouler un peu les équilibres géopolitiques et géomilitaires. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais me limiter à je pense, 3 observations. La première, c'est... Alors, d'abord, il ne faut pas considérer qu'il y aurait un petit arsenal nucléaire. C'est-à-dire, il y a effectivement des grandes variations de taille des arsenaux entre la Corée du Nord qui aurait une 50aine d'armes, Israël qui aurait environ 90 armes, et les États-Unis qui aurait environ 3700 armes, par exemple. Et donc, quand on entend ces ordres de grandeur-là, on se dit « Ah bon, mais on pense en termes conventionnels. On fait comme s'il y avait des petits arsenaux nucléaires. » Eh bien, ça, c'est une faute majeure. Il ne faut pas conventionnaliser la pensée sur ces armes, surtout pas. Et il faut se souvenir que dans les années 50, le rapport Strass au Royaume-Uni et des travaux de la protection civile en France ont établi qu'il suffit de 10 à 15 explosions atomiques pour détruire les 2 pays respectifs, donc l'un et l'autre, la France et le Royaume-Uni, au-delà de toute possibilité de rétablissement. Donc, d'abord, première chose, gardons en tête, grande variation de la taille des arsenaux, mais même le plus petit est susceptible de détruire un pays intégralement. Deuxième observation, si la théorie de l'hiver nucléaire est exacte, on va en parler plus en détail, donc c'est une théorie qui articule les conséquences climatiques d'une guerre nucléaire, eh bien une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan qui mobiliserait 1% de l'arsenal nucléaire mondial suffirait à produire une famine qui tuerait 2 milliards de personnes. Donc ça, c'est la première chose, vraiment de se dire, on est en situation de capacité de destruction de la civilisation, et c'est pas juste ça en fait. On est très en excès par rapport à cette capacité de destruction de la civilisation. Deuxième observation, on pourrait se dire, ben, c'est comme ça qu'on a commencé, les États dotés d'armes nucléaires justifient leur possession de ces systèmes d'armes par les injonctions de la dissuasion nucléaire. Donc on pourrait se dire, mais la taille de ces arsenaux est dictée par les exigences de la dissuasion nucléaire. Eh bien non, là non plus, on est très en excès de ces capacités-là, et je vous donne 3 exemples de ça. Le premier, c'est, il y a une note du secrétaire à la Défense Robert McNamara en décembre 1964 au président Johnson, dans lequel il lui dit « Pour produire la destruction assurée de l'Union soviétique, il nous faut environ 400 armes. » Vous vous souvenez que les États-Unis aujourd'hui en ont plus de 3700. Ça vous montre à quel point on est en excès par rapport aux exigences de la dissuasion nucléaire, et je vais articuler après les missions supplémentaires qui sont attribuées à ces armes. Deuxième illustration de l'excès des capacités présentes par rapport aux exigences de la dissuasion nucléaire, le fait que pendant l'administration Obama, au début des années 2010, le Pentagone considérait qu'avec 1000 armes, il pouvait, donc 1000 armes nucléaires, il pouvait remplir toutes les missions qu'ils assignaient à ces armes, la dissuasion et d'autres. Dernier exemple, en avril 2021, l'amiral Richard
qui était en charge de l'arsenal nucléaire américain, dit au Congrès, l'arsenal est dimensionné de manière à ce que même si une des composantes de cet arsenal était détruite intégralement, la composante navale, aérienne ou terrestre, toutes les missions pourraient quand même être accomplies. Là, vous mesurez l'ampleur de l'excès par rapport aux exigences de la dissuasion nucléaire. Troisième observation, puisque vous voulez faire varier justement les doctrines et les choses comme ça, c'est le fait que, on en parlait tout à l'heure, des États qui ont une doctrine de non-emploi en premier, il n'y en a plus que deux, c'est l'Inde et la Chine. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont garder cette doctrine-là ou pas, sachant que l'arsenal nucléaire chinois est sans doute celui qui est en augmentation la plus rapide. Pendant plus de 40 ans, l'arsenal nucléaire chinois a été quasiment stable. Et là, au cours des 2 dernières décennies, il est en accélération substantielle en termes de taille. La toute dernière observation que je voulais vous faire, c'est simplement se souvenir que les États-Unis et la Russie disposent de 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Dans les différentes doctrines, donc il y a deux pays particulièrement qui ont donc choisi d'élargir leur dissuasion nucléaire, notamment les États-Unis, avec quelques pays de l'OTAN, Italie, Allemagne, etc. En quoi cette dissuasion nucléaire élargie, en quoi ce parapluie nucléaire offert à des pays non dotés est non pertinente? Alors, c'est très bien, ça va être le moment un peu léger. Dans cette discussion, on va parler parapluie. Parce que, et c'est là qu'il faut qu'on se rende compte, et que vos auditeurs se rendent compte, de la puissance des éléments de langage dans la perception des réalités nucléaires qu'on a du mal à saisir. On en parlera, c'est ce que j'appelle dans le livre la vulnérabilité épistémique. Il y a systématiquement une tentation à croire à des choses qui excèdent les preuves qu'on a pour y croire. Le cas du parapluie, c'est exactement ça. On a tous, vous et moi, des parapluies. Que fait le parapluie? Le parapluie, il a pour fonction de nous garder au sec quand la pluie tombe. Si la pluie nucléaire tombe, il n'y a jamais eu de parapluie, et ça n'est pas mon opinion, personne ne dispute ça. Et de la même manière, vous ne vous dites pas du tout avec votre parapluie que vous menacez le nuage et que vous allez lancer le parapluie contre le nuage si jamais il se met à pleuvoir. Donc la métaphore du parapluie crée, première illusion, une illusion de protection. Deuxième élément, le parapluie est une technologie simple. C'est-à-dire, on a un sentiment, et ce sentiment est à peu près justifié, d'avoir le contrôle total sur le parapluie, parce qu'il suffit de vérifier que les baleines tiennent, et là on sait si le parapluie va nous protéger ou pas. Les systèmes d'armes nucléaires, comme on l'a dit, sont des systèmes complexes, étroitement couplés, de catégories que le sociologue des organisations Charles Perrow a articulé pour sa définition des accidents normaux, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels il est inévitable tôt ou tard que des catastrophes adviennent, simplement parce que la complexité du système fait qu'on ne peut pas, a priori, connaître et anticiper tous les modes de désastre. Donc, non seulement illusion de protection, illusion de contrôle, et troisième illusion de la métaphore du parapluie, et là c'est pour les fans de Georges Brassens, vous savez, quand on prête un petit coin de parapluie, on dit juste à celui à qui on le prête qu'on va le garder au sec. Donc si on prête le parapluie, bien on convainc celui à qui, ou en tout cas on s'efforce de convaincre celui à qui on le prête, mais aussi l'agresseur potentiel, qu'en cas d'agression, on utiliserait nos armes nucléaires. C'est-à-dire on doit le convaincre que nous serions prêts à utiliser un degré de violence sans précédent dans l'histoire de la nation. Donc vous voyez,
l'usage de la métaphore du parapluie nucléaire, c'est pas simplement qu'elle est imprécise et que je suis ronchon parce que j'aime la précision, c'est que cette métaphore est un opérateur idéologique qui renverse les réalités nucléaires à 3 niveaux. Alors que notre condition est une condition de vulnérabilité, elle crée une illusion de protection. Alors que nous faisons un pari sur la chance, elle crée une illusion de contrôle. Et alors que, en fait, on fait le choix de crédibiliser la possibilité d'une violence de grande ampleur, on présente ça comme on va vous garder au sec et donc créer une illusion de non-violence. D'ailleurs, sur la question du parapluie, il faut ajouter un autre élément, c'est que 2 autres éléments. Un, ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire étendue, c'est ce qu'on appelle les garanties positives de sécurité. C'est-à-dire dire à l'allié qu'on va effectivement utiliser nos armes pour espérer dissuader l'agresseur. Ce qui, par exemple, pendant la guerre froide, a produit cette réalité ubuesque, c'est-à-dire où le plan des États-Unis pour défendre l'Europe, s'il avait été mis en œuvre, aurait abouti à 150 millions de morts en Europe. Mais au-delà de ça, une grande majorité des États dans le monde ne demandent pas de garanties positives de sécurité. Ils demandent des garanties négatives de sécurité. C'est-à-dire qu'ils disent, on ne veut pas que vous vous engagiez à utiliser vos armes pour dissuader nos agresseurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous vous engagiez à ne pas utiliser vos armes contre nous. Et c'est ça, si vous voulez, la demande la plus fréquente. Et c'est là que ce qu'on se disait tout à l'heure sur les effets des explosions nucléaires devient important, parce qu'en fait, les conséquences de ces événements sont telles qu'on se demande dans quelle mesure la notion de garantie négative de sécurité tiendrait. Mais pour poursuivre sur cette ligne de raisonnement, il ne faut pas se dire que les États qui ont choisi de ne pas se doter d'armes nucléaires, c'est juste des États qui raisonnent sur la base de la morale et qui n'ont pas de considération de sécurité. Il y a un grand nombre d'États qui ont considéré que se doter d'armes nucléaires dégradait leur sécurité. La Norvège est un cas intéressant. Mon collègue Skjold Wegeland a justement publié un article dans Cold War History qui s'appelle Cosmic Bluff Revisited, dans lequel il montre que pendant toute la guerre froide, les États-Unis ont proposé à la Norvège de déployer des armes nucléaires sur leur sol et que les militaires norvégiens ont, au nom de leur compréhension de la sécurité nationale, demandé à ce que ça ne soit pas le cas, parce que précisément ça les transformait en cibles prioritaires. Ça, c'est d'ailleurs une chose qu'il faut ajouter quand on distinguait tout à l'heure les types d'arsenaux et les types de doctrines. Parmi les missions assignées aux armes nucléaires aux États-Unis, il y en a une qu'on appelle la limitation des dommages si la dissuasion devait échouer. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire simplement que, en cas d'échec de la dissuasion, on va cibler, viser et détruire, et se rendre capable de détruire, le plus d'armes nucléaires ennemies possible avant qu'elles ne soient lancées contre nous. Intuitivement, ça me paraît pertinent. Mais c'est important parce que c'est quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire que c'est le rappel que face à des puissances qui dimensionnent leurs arsenaux comme ça, tels que les États-Unis et la Russie, même si la Russie n'utilise pas la notion, avoir des armes nucléaires sur notre sol nous transforme en cible prioritaire. Nous allons rebondir sur le cas de la doctrine française. Alors l'avantage de la France, mais de tous les pays, c'est qu'ils publient leur doctrine. C'est à dessein qu'ils le publient, c'est que pour les autres pays dotés soient au courant. La France le publie dans les livres blancs. Donc elle a une doctrine qui se nomme ainsi, qui est la riposte de stricte suffisance. Est-ce qu'on peut évoquer ce cas particulier de la France ? Oui, et alors je suis ravi que vous envisagiez cette notion
de stricte suffisance parce que pour moi, c'est une base de réflexion essentielle. Précisément en lien avec ce qu'on se disait avant. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte qu'en France, on a parfois des faux débats sur pour ou contre la dissuasion nucléaire. Et là, on est dans une situation où il y a un nombre d'armes nucléaires sur la planète qui est déjà tellement en excès par rapport aux exigences de la dissuasion nucléaire que même si, en fait, indépendamment de la position qu'on a sur est-ce que la dissuasion nucléaire, on est pour ou contre, si on considère que les armes nucléaires ne doivent au mieux servir qu'à ça, on a déjà une marge de réduction considérable. Mais après, quand on réfléchit à la stricte suffisance, moi ce que je propose, notamment dans un article de Futurible de janvier 2026, c'est vraiment de repenser la stricte suffisance, pas simplement comme critère de dimensionnement de l'arsenal nucléaire, mais comme critère de dimensionnement des infrastructures de sécurité nationales, européennes et internationales, en prenant en compte des effets justement négligés qu'on a évoqués un peu brièvement tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que, bien, on sait aujourd'hui, il y a un article justement paru dans Nature Communications récemment, qui nous dit les niveaux de dépenses militaires, pas juste nucléaires, mais militaires, garantissent que nous ne respecterons pas nos objectifs climatiques, qui sont déjà... le plan français, c'est d'être prêt à plus 2,8 degrés à échelle planétaire en 2100, soit plus 4 degrés en France. Donc le plan, c'est déjà une transformation considérable. Et ce qu'on peut faire avec la notion de stricte suffisance, c'est en fait arrêter de faire comme si on n'avait qu'un seul objectif, qui est de dissuader l'ennemi à tout prix. Mais en fait, on ne va pas le dissuader à tout prix. On va le dissuader, mais on veut aussi empêcher la dévastation de la nation par d'autres circonstances. Donc il faut à la fois dissuader l'ennemi et empêcher la dévastation de la nation et de l'Europe par les transformations climatiques. Troisième objectif qu'il faut prendre en compte et qu'on néglige souvent en France, c'est l'objectif de non-prolifération. Évidemment, si on dit que les armes nucléaires sont des garanties nécessaires de la sécurité nationale, qu'elles garantissent l'intégrité territoriale, qu'elles ne sont pas chères et qu'elles sont sans risque, on va évidemment encourager des États et des coalitions à les vouloir. Et c'est d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des États ne se sont jamais intéressés à ces systèmes d'armes. Donc si on veut continuer la non-prolifération, il s'agirait de ne pas rendre ces armes inutilement désirables en affirmant par exemple des choses fausses comme si les Ukrainiens avaient gardé les armes nucléaires ex-soviétiques dont ils ont hérité quand l'État ukrainien est devenu indépendant, ils n'auraient pas été envahis. Ça, c'est démontrablement faux. Et donc, quand la France parle de stricte suffisance et dit dans la Revue nationale stratégique de 2025 qu'elle refuse la course aux armements, on peut s'en féliciter. Et elle l'a refusé déjà pendant la guerre froide. Il faut le refaire. Mais il faut repenser cette notion de stricte suffisance, pas simplement à l'échelle nucléaire, mais il faut repenser cette notion de stricte suffisance en prenant en compte l'empreinte carbone de la totalité de l'infrastructure de sécurité nationale. On peut réfléchir à des seuils de dissuasion seulement et à des seuils à échelle planétaire d'aller en dessous de l'hiver nucléaire, ce qui exigerait des réductions considérables. Il y a ce risque, il y a ce risque d'explosion non désirée. Et de toute façon, même s'il y a une comptabilité 100%, il y a in fine l'envoi de missiles en cas de conflit. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'il faut garder en tête et qui sont particulièrement difficiles à saisir ensemble. Comme vous le dites, les doctrines de dissuasion, les arsenaux tels qu'ils existent, montrent que des explosions nucléaires restent possibles.
En même temps, le travail de la recherche indépendante montre que le démantèlement des arsenaux nucléaires tels que nous les avons aujourd'hui est aussi possible en moins de 10 ans. Il n'y a pas d'impossibilité matérielle. Donc, il faut se rendre capable de poser la question, et c'est là le rôle de la recherche indépendante, de poser la question, quel système d'armes, pour quelle politique de défense, pour la France et pour l'Europe, en se souvenant que aux États-Unis et en Russie, et peut-être ailleurs, on est en excès des exigences de la dissuasion nucléaire, et qu'on suppose, mais qu'on n'a pas montré, que le changement climatique n'a pas d'effet sur ces systèmes d'armes, et que précisément en situation d'aggravation climatique, les armes nucléaires vont être des coûts d'opportunité. C'est dans ce contexte-là qu'il faut vraiment penser tout ça ensemble. Et j'ajoute aussi que c'est un des résultats de l'équipe, que la nucléarisation du monde, ça a aussi un coût démocratique. Je vous ai dit tout à l'heure, en termes de production de secrets et réduction de la redevabilité. Ce qu'il faut aussi réaliser, et ça j'aurais dû vous le dire tout à l'heure quand on parlait de la chance, c'est-à-dire que ce qu'on s'est dit sur la chance, c'est essentiellement un propos sur le passé. Et donc peut-être vos auditeurs vont se dire « Ah ben très bien, on a eu de la chance par le passé, mais maintenant c'est bon, on a repris le contrôle parfait sur les armes. » Alors évidemment, on n'a pas le même type de preuves sur l'hypercontemporain que celle que je vous ai évoquée sur le passé, mais on a suffisamment d'éléments pour pouvoir articuler que le pari sur la chance est encore le pari qu'on fait, c'est-à-dire la politique contemporaine est un pari sur la chance. Je vous donne juste quelques exemples de ça. On a parlé déjà tout à l'heure du fait que les États dotés d'armes nucléaires, membres permanents du Conseil de sécurité, font comme si on savait que le changement climatique n'impactera pas les politiques nucléaires, alors qu'on ne le sait pas et qu'on a de bonnes raisons d'en douter. Autre illustration du pari sur la chance, le pari sur la désobéissance opportune, que l'on trouve à la fois aux États-Unis, dans, par exemple, l'entretien du général Robert Keller avec le Congrès. Donc le général Keller était en charge de l'arsenal nucléaire américain, et en novembre 2017, il discute avec le Congrès de que faire si jamais le président Trump, première administration, donnait ce qu'il appelle un ordre fou. Et lui dit « je désobéirai ». Et cet entretien est fabuleux parce qu'il révèle que lui parie sur la chance, parie sur le fait que sa désobéissance à lui va empêcher la catastrophe. Et l'entretien lui-même révèle que le système est fait de manière à ce que s'il désobéit, ça n'empêchera rien. Et de la même manière, ceux de vos auditeurs qui écoutent le commentaire médiatique sur la guerre en Ukraine depuis le début en 2022, vous aurez, je suis sûr, entendu des commentateurs de plateau qui disent oui, si le président Poutine choisit d'utiliser des armes nucléaires, quelqu'un dans la chaîne de commandement désobéira. C'est le même pari sur la chance, qui par ailleurs semble là, en l'occurrence, totalement déraisonnable, puisque même si quelqu'un désobéit, il peut désobéir, hein, mais s'il le fait, il va être immédiatement démis de ses fonctions. Si une deuxième personne désobéit, elle va être démise de ses fonctions. Et donc la question, c'est juste combien de temps est-ce qu'il faudra avant qu'il y en ait un qui ne désobéisse pas. Donc là, vous avez déjà des éléments du pari sur la chance, avec le pari sur la désobéissance opportune encore aujourd'hui. Autre preuve que le pari sur la chance est toujours de mise, les incitations bureaucratiques, professionnelles, dont on a parlé tout à l'heure, à requalifier les cas de chance en cas de succès du contrôle, elles n'ont pas changé. Autre élément, la discussion de la possibilité de mettre des systèmes d'intelligence artificielle dans les systèmes de commandement et de contrôle des arsenaux nucléaires.
En un sens, déléguer ce contrôle à ces systèmes d'intelligence artificielle serait un pari volontaire sur la chance. Or, en décembre 2025, le Mexique a posé une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies se souciant de ce risque-là. Et les États du P3, donc la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont dit on ne peut pas interdire cette possibilité-là. Et ils ont expliqué leur vote en disant on ne voudrait pas se priver des éventuels bénéfices. Donc ils ne veulent pas intégralement fermer la porte. Donc garde ouverte la possibilité de ce pari-là sur la chance. L'autre pari sur la chance, c'est simplement la crainte du hacking d'arsenaux nucléaires. Elle aboutit à ce que, par exemple, on puisse considérer la complexification des chaînes de commandement et de contrôle. Et soit introduire des innovations d'ingénierie, soit complexifier les chaînes de commandement et de contrôle, c'est introduire la possibilité de modalités d'accidents imprévisibles et inévitables, ce que donc Charles Perrow appelle les accidents normaux, et ce que le sociologue du savoir-ingénieur John Downer appelle les accidents épistémiques, dont on ne comprend la possibilité qu'a posteriori. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons que je viens de vous donner, on est encore en situation de parier sur la chance. Quoi qu'il en coûte, les gouvernants appuieront sur ce bouton rouge. Est-ce qu'il y a de leur part une méconnaissance des dégâts, ou est-ce que c'est de toute façon coûte que coûte en fait aller jusqu'au bout de sa position? Alors ça c'est un élément très important, et c'est un des résultats aussi que je crois important dans le travail de l'équipe. C'est le chapitre 6 du livre Repenser les choix nucléaires sur la vulnérabilité épistémique, mais aussi un article de Culture et Conflit qui s'appelle « Imaginer la possibilité de la guerre nucléaire ». C'est-à-dire que là, je m'appuie sur deux types de preuves. La première preuve, c'est une longue campagne d'entretien qui a duré à peu près 2 ans en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, vis-à-vis d'officiels politiques et militaires avec des préférences de politique nucléaire très différentes. Et ça va de partisans de la dissuasion existentielle aux partisans de la guerre nucléaire limitée ou les frappes contre-force, jusqu'aux abolitionnistes. Et cette campagne d'entretien, elle a révélé le fait que tous savent ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils savent que des frappes nucléaires restent possibles, mais quand ils agissent, ils n'arrivent pas à y croire, et donc ils font comme si ça n'était pas possible, bien souvent. Et ça produit justement de la confiance excessive dans notre capacité à éviter la catastrophe ou à la contrôler. Le deuxième type de preuve, c'est précisément que par le sondage, on a vu, on a fait une campagne de sondage inédite près de des citoyens de 9 États de l'Union européenne, les 5 États hôtes d'armes nucléaires américaines, les 2 États dotés, France et Royaume-Uni, et la Suède et la Pologne. Eh bien, on a aussi vu que les sondés nous disent qu'évoquer les armes nucléaires, ça leur produit des émotions négatives, la peur, le stress et l'angoisse. Donc là, on voit une espèce de tentation d'être rassuré facilement, qui est redoublée par des attitudes comme ce que, par exemple, le psychologue Paul Slovic a identifié comme notre insensibilité au grand nombre. C'est-à-dire les nombres de la méga-mort nucléaire, ils sont tellement gros que ça devient des abstractions. Vous voyez, ici, on se dit, vous et moi, qu'il y a derrière la porte quelqu'un qui a besoin d'aide parce que c'est une personne, ça va suffire à faire qu'on va abandonner tout le monde, interrompre cette conversation et aller secourir cette personne. Mais si on se dit que c'est des centaines de milliers de gens, on va juste continuer à discuter et ne rien faire. Donc ça, c'est des preuves qu'un des défis, c'est précisément d'arriver à croire
à ce que l'on sait sur la possibilité de la catastrophe et les limites de notre contrôle sur les armes. Et le lauréat du prix Pulitzer, Richard Rhodes, a par exemple articulé le fait que dans ses entretiens aux États-Unis, il disait les dirigeants, ils ont du mal à y croire. Et ce qui est intéressant, c'est que Carter est le dernier président qui ait participé à une simulation sérieuse de crise nucléaire. Et pour vous donner un exemple de ce que vous disiez ils vont appuyer sur le bouton. Enfin, alors, faut pas utiliser cette métaphore-là, c'est pas nécessairement un bouton, mais enfin, ils vont déclencher la chose. On a un exemple récent qui a eu lieu dans les dernières années de l'administration Obama. C'est une simulation de crise où la Russie envahit un État balte et la question c'est et ils utilisent une arme nucléaire. La question c'est comment on répond. Eh bien, quand c'est les adjoints aux membres du Conseil de sécurité nationale qui répondent, ils répondent de manière conventionnelle. Quand c'est les titulaires de ces postes-là, ils répondent de manière nucléaire. Donc là, on a un exemple récent. Autre exemple, en 2019, j'ai pu m'entretenir avec le général John Hyten, qui était le commandant en chef du Stratcom, sur comment se passent les wargames et les simulations de crise. Et le général Hyten m'a dit, à chaque fois, ça finit mal, et ça finit par la guerre thermonucléaire globale, ce qu'il a redit après dans d'autres contextes. Troisième signal de ça, c'est un type de preuve différent, c'est le travail de mes collègues Sharon Weiner et Moritz Kutt, qui ont élaboré des procédures de simulation de crise nucléaire en réalité virtuelle, à partir de leurs connaissances, Sharon Weiner ayant été membre de l'équipe nucléaire de l'administration Obama. Et ce qu'ils arrivent à montrer, c'est que aux États-Unis, le design de la crise, ou plutôt le design du protocole de gestion de crise, fait que la pression qui est posée sur le décideur va systématiquement privilégier les incitations à la frappe. Et qu'un très grand nombre de gens qui, alors qu'ils entrent dans la simulation en affirmant que ne donneront pas l'ordre de frapper, finissent par le faire. Voilà tous les types de preuves que des incitations à l'usage de ces armes existent. Et j'arrive à un dernier élément qui est le rôle de la culture populaire et de la culture populaire visuelle pour justement nous aider à croire à ce que l'on sait sur la possibilité de la catastrophe et notre vulnérabilité. Dans un article donc, de Culture et Conflit qui s'appelle « Imaginer la possibilité de la guerre nucléaire pour y faire face », j'ai réussi à montrer que de 1950 à la fin de la guerre froide, on avait 4 gestes esthétiques qui plaçaient le spectateur dans une position où il arrivait à croire à ça. Soit parce qu'on lui montrait le début de la guerre nucléaire, soit parce qu'on ne lui montrait pas le début, mais on lui montrait les conséquences, soit parce que on problématisait la complaisance vis-à-vis de cette possibilité, soit parce que, quatrième geste, on renversait la valence de la temporalité. C'est-à-dire on annonçait au début du film que le missile est lancé et il est inévitable qu'il frappe, et donc le temps qui passe devient du temps qui reste. Et on vit ce temps qui reste avec les protagonistes. L'exemple le plus emblématique de ça, c'est le film de Tarkovsky, Sacrifice. La raison pour laquelle je vous donne tous ces exemples, c'est parce que tout ça, ça a aidé les hommes et les femmes de la guerre froide à croire
à leur vulnérabilité nucléaire, à partir du début des années 90, dans la culture populaire visuelle, on voit plusieurs mécanismes qui cessent de nous aider à y croire et qui créent une confiance excessive dans le contrôle et dans l'idée de protection. Par exemple, la guerre nucléaire n'existe plus. C'est seulement des explosions ponctuelles sur des villes et donc des scénarios terroristes. Pensons au film Le Pacificateur avec George Clooney, pensons à la série Jericho, au film La somme de toutes les peurs. Donc, il n'y a plus de scénario où il y a une possibilité de riposte nucléaire. Autre mode de minimisation, le fait que finalement, on va banaliser l'image du champignon nucléaire et finalement, il ne fait plus grand-chose. On repense à La somme de toutes les peurs avec Ben Affleck, où la seule conséquence de l'explosion, c'est que c'est quand même désagréable, ça va perturber la réception du téléphone de Ben Affleck. Même chose pour World War Z avec Brad Pitt, où littéralement son hélicoptère passe au-dessus d'un champignon nucléaire, et c'est regrettable, il était en train d'avoir une conversation agréable avec sa fille, elle est un peu gênée par l'explosion. De la même manière, pour les amateurs de Christopher Nolan, vous aurez observé qu'à la fin de The Dark Knight Rises, on nous raconte que Batman s'éloigne de Gotham City et fait exploser une bombe atomique à distance de Gotham City. Et donc, on va se dire, au moins Batman va mourir dans l'explosion. Même pas. En fait, la bombe ne tue personne. Donc, complète minimisation des effets. La forme la plus obscène de cette minimisation des effets étant le True Lies de James Cameron, lequel James Cameron avait fait beaucoup avec Terminator 2 pour sensibiliser les publics à la possibilité de la guerre nucléaire. Dans True Lies, si vous vous souvenez, à la fin, on voit une explosion nucléaire qui est littéralement rien de plus qu'un lampadaire. Elle est là juste pour faire l'éclairage du baiser romantique entre les deux protagonistes. Donc on a complètement neutralisé l'évocation de la violence atomique. Vous voyez, il y a eu cette aide de la culture populaire qui était le moment des années 50 aux années 90, devient un obstacle des années 90 jusqu'à aujourd'hui avec un grand problème avec Oppenheimer de Christopher Nolan, je n'entre pas dans le détail, mais on a peut-être un retournement avec quelques œuvres dont le roman, je ne sais pas comment appeler ça, le livre d'Annie Jacobsen, Nuclear War Scenario, qui va donner lieu à un film de Denis Villeneuve apparemment, mais aussi l'expérience immersive d'Eric Schlosser, The Bomb, et plus récemment, et à mon avis beaucoup plus efficacement, le film admirable de Catherine Bigelow qui s'appelle House of Dynamite et qui est disponible sur Netflix. Les films qui marquent le spectateur, c'est ceux qui lui interdisent la clôture, qui lui interdisent la séparation entre le monde de la représentation filmique et sa vie, en justement produisant un effet de hantise. Et c'est ça que fait House of Dynamite. Donc j'espère que House of Dynamite et ses quelques autres œuvres vont être la nouvelle génération de culture populaire qui nous aide à croire à notre vulnérabilité nucléaire. Et s'il y a des artistes qui nous écoutent, l'art de la vulnérabilité nucléaire reste à produire. Il y a beaucoup de gesticulations nucléaires quand même actuellement, hein, c'est un peu l'actualité. Est-ce que les nouvelles psychologies de gouvernants, assez singulières, rebattent les cartes de l'équilibre qu'on a critiqué, précaire, de la dissuasion nucléaire? Est-ce qu'il y a un risque accru? Oui, je pense qu'il faut rappeler quelque chose de fondamental. Et c'est ça que ça veut dire la vulnérabilité nucléaire. C'est-à-dire, on reste à la merci de la détermination de l'ennemi le plus hostile ou de celui qui serait prêt à mourir pour nous causer des dommages inacceptables. Si un ennemi doté d'armes nucléaires est décidé à courir des risques pour nous détruire, alors nous mourrons. Ça, c'est la réalité du monde de la vulnérabilité nucléaire. Et donc, plus on a effectivement des acteurs qui sont soit qui préfèrent prendre le risque de la mort
plutôt que l'humiliation, plutôt que d'autres choses, ben ça veut dire qu'ils vont être encouragés à utiliser ces systèmes d'armes. Après, on peut aussi conjecturer sur le fait que l'infrastructure de la sécurité nationale et de la sécurité nucléaire protège et promet de protéger d'abord et avant tout les chefs d'État dotés. Donc s'ils finissent par croire qu'ils sont parfaitement à l'abri, ça aussi, ça peut être une incitation. Pour intervenir sur les stocks d'armes nucléaires, etc., il y a différents traités qui existent. Et alors, est-ce que ces traités fonctionnent? Est-ce qu'ils amènent du bon? Et on peut parler aussi du traité New START qui a été suspendu dernièrement, qui est en renégociation. C'est un traité bipartite entre les USA et la Russie. Ce traité donc, est en suspension et il est supposé plafonner le nombre d'armes des deux pays. Cette actualité-là, est-ce qu'elle est positive? Alors, si vous permettez, pour pouvoir répondre de manière concise, je vais zoomer sur le bout New Start de la question. Donc le traité New Start, il est entré en vigueur en 2010 et il a expiré le 5 février 2026. Comme vous l'avez dit, c'est un traité bilatéral de maîtrise des arsenaux nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Et donc ce qui est nouveau dans la condition post-expiration, c'est précisément que pour la première fois depuis 1972, les États-Unis et la Russie ne sont plus régis par un traité bilatéral de maîtrise des armements. Ça, c'est nouveau. Et ça veut dire que les partisans de l'augmentation des arsenaux nucléaires des deux côtés, dont on a déjà dit à quel point ils étaient en excès par rapport à la capacité de destruction de la civilisation et les exigences de la dissuasion, peuvent avancer leurs arguments sans se soucier de la contrainte juridique, de la contrainte du traité. Donc ça, c'est un encouragement à l'accélération des deux côtés, qui ne manqueront pas de mobiliser, par exemple, le fait que la Chine augmente rapidement son arsenal. Elle est encore très loin des capacités américaines et russes, mais on va utiliser ça pour dire, et on le dit déjà aux États-Unis, face à two peer competitors, donc deux adversaires, il faudrait supposément augmenter encore la taille de l'arsenal. Mais, et donc évidemment, ces arguments, comme on l'a dit tout à l'heure, ne prennent pas au sérieux le risque, ne prennent pas au sérieux les interactions avec le changement climatique, ne prennent pas au sérieux l'empreinte carbone de la remilitarisation et de la renucléarisation. Mais ce qu'il faudrait éviter de dire, ce serait que c'est l'expiration du traité de New START qui sonne le début de la course aux armements. Ce que j'essaye d'articuler dans Repenser les choix nucléaires, c'est précisément que quelques mois à peine après la signature après le discours de Prague, le président Obama, donc qui avait fait ce discours de Prague, je le rappelle, qui est un appel à l'abolition des armes nucléaires, qui lui a valu le prix Nobel de la paix, quelques mois à peine après ce discours, il s'engage et il investit dans la modernisation de la totalité des composantes de l'arsenal nucléaire américain pour une somme qui, dès 2014, dépasse les 1000 milliards de dollars et aujourd'hui c'est chiffré à 1700 milliards de dollars. C'est une modernisation tellement grande que l'administration Trump ne l'a que marginalement modifiée. Elle a juste ajouté un missile de croisière et quelques petites choses. Voilà, donc il ne faudrait pas dire de New Start que c'est le début de la course aux armements. On aurait tort, elle a commencé il y a longtemps. Il ne faudrait pas non plus en déduire, et ça on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, que c'est dicté par les exigences de la dissuasion, on est très en excès. Il ne faudrait pas dire non plus que ça veut dire que le démantèlement est impossible, le démantèlement est très possible. Il faut simplement se rendre capable de poser la question, quel système d'armes pour quelle politique de défense. C'est pour ça que le travail de la recherche indépendante me semble décisif, parce que sinon on tombe dans tous les pièges qu'on a déjà articulés. Face à sa population qui est convaincue par ignorance peut-être que la dissuasion nucléaire est nécessaire pour avoir la paix, est-ce que c'est finalement difficile d'y renoncer quand même pour un chef d'État ?
Alors, je vais vous répondre de deux manières frustrantes, mais je pense que c'est des frustrations productives, vous me direz. La première, c'est que la différence entre un chercheur intègre et un commentateur de plateau, c'est que le chercheur intègre, quand il n'a pas de preuves solides, ou quand il n'a pas fait la recherche, vous dit « je ne sais pas ». Et donc, par rapport à la question que vous avez posée sur est-ce que c'est difficile pour un chef d'État d'y renoncer, la réponse honnête pour moi, c'est de vous dire « je n'ai pas de preuves suffisantes pour vous dire quelque chose qui vaille la peine d'être dit ». Le deuxième élément, c'est qu'il y a un résultat qui est au chapitre 7 de Repenser les choix nucléaires, de la campagne de sondage qu'on a fait en France en octobre 2019 et à nouveau en octobre 2024, c'est que contrairement au discours du consensus en France, eh bien, on n'a pas du tout trouvé qu'il y avait un soutien majeur de la population française ou britannique d'ailleurs. Hein. Donc ce qui serait beaucoup plus correct de dire, quand on décrit ce que la politique nucléaire a produit sur l'opinion publique française, ce ne serait pas du tout de dire qu'elle a produit le consensus, mais bien au contraire qu'elle a produit la dépolitisation. C'est vraiment ça, c'est un des effets des pratiques politiques des États dotés d'armes nucléaires en Occident. Vous appelez à travers votre travail au débat en France. Pour ceux qui restent quand même convaincus de l'intérêt d'avoir une force de frappe, est-ce qu'il y a des alternatives à la dissuasion nucléaire ? En fait, il faut se poser la question comme ça. Il faut se dire, mais quand on cherche des alternatives à la dissuasion nucléaire, qu'est-ce qu'on cherche comme effet ? L'effet, c'est de dire, c'est être capable de poser à l'ennemi, ou de causer, à l'ennemi, des dommages inacceptables. Eh bien, tout ça dépend de ce que l'ennemi en question considère comme inacceptable. Il peut tout à fait considérer comme inacceptable la destruction de choses qu'on peut tout à fait détruire avec des armes conventionnelles. Donc la notion de dommage inacceptable dépend des préférences et des priorités de l'ennemi. Et ça se détermine en fait au cas par cas. Mais vous voyez ce que vous me posez comme question, je pense que ça invite une réflexion intéressante. C'est-à-dire, dans le débat français, il me semble qu'il y a un postulat selon lequel, dans tous les futurs possibles, il est toujours préférable de disposer des armes que nous voulons construire aujourd'hui plutôt que non. Eh bien, tout simplement, ce postulat est démontrablement faux. C'est-à-dire, il y a des futurs possibles dans lesquels c'est vrai. C'est-à-dire, dans un futur, si le futur dans lequel on est un futur dans lequel il y a un ennemi qui veut s'en prendre à la France, que la France n'est pas dévastée par le changement climatique et que cet ennemi qui veut s'en prendre à la France n'est dissuadable que par les armes nucléaires qu'on construit en 2026, et que par ailleurs il n'y a jamais aucun accident, ni dans notre arsenal, ni dans les arsenaux qui ciblent la France, alors oui, il faut les construire. Mais vous avez vu le nombre d'hypothèses qu'il a fallu faire. Donc, vous avez des scénarios dans lesquels, en situation, par exemple, de dévastation climatique majeure, les armes nucléaires sur notre sol vont exiger des investissements pour les protéger qu'on ne pourra du coup pas consacrer à d'autres objectifs. C'est la question du coût d'opportunité. Il y a des ennemis, comme je vous disais tout à l'heure, qui, s'ils sont dissuadables, peuvent l'être par d'autres capacités. Et à ce moment-là, il faut voir dans quelle mesure on peut substituer des capacités nucléaires par des capacités non nucléaires. Il peut y avoir des ennemis qui ne sont pas dissuadables. Et si on a des ennemis pas dissuadables nucléarisés, alors disposer de ces systèmes d'armes sur notre sol nous transforme en cible prioritaire. Donc il faut vraiment clarifier quel est notre imaginaire de l'avenir et quel est notre imaginaire de la menace probable et le confronter à ce qu'on sait
pas juste sur les logiques nucléaires, mais aussi sur les logiques planétaires et sur les logiques guerrières et sur les logiques climatiques, plutôt que de se raconter qu'en fait l'avenir c'est une répétition infinie du présent dans lequel les armes présentes vont être pertinentes. Nous avons abordé beaucoup d'arguments, différents niveaux d'argumentation. Il y en a peut-être encore un qu'on peut reprendre en conclusion, c'est le niveau éthique. Est-ce que la dissuasion nucléaire est immorale? Je vais vous dire deux choses à ce sujet-là. Oui. La première, c'est que le ciblage a changé. C'est-à-dire, historiquement, pendant la guerre froide, on se disait, on va faire du ciblage anti-cité. On va tirer sur les villes pour produire un effet dissuasif. En France, on est passé, notamment après la fin de la guerre froide, à un ciblage contre ce qu'on appelle les centres de pouvoir. Eh bien, alors le travail empirique n'a pas été fait sur la France. Mais mon collègue Sébastien Philippe et Steve Fetter ont publié dans la revue Security Studies un article très intéressant sur ce changement de ciblage au Royaume-Uni, ce qui est intéressant comme analogie avec la France, parce que ça cible le Kremlin, ce qui est la cible très probable des armes françaises, et parce que, de la même manière que la France a articulé la notion de stricte suffisance, le Royaume-Uni a inventé la notion de dissuasion minimale. Donc dans les deux cas, on a un souci qu'on va appeler de la suffisance ou de la dissuasion minimale, et dans les deux cas, on a un shift vers on ne va pas cibler des villes, on va cibler simplement des centres de pouvoir. Et ce que Philippe et Fetter arrivent à montrer, c'est que malgré ce changement de ciblage, la mise en œuvre du plan aboutit à plusieurs millions de morts, dont un grand nombre de civils. Et là, vous voyez qu'il y a un grand problème sur la mise à mort, en fait, prévisible des civils. Et la discussion, c'est d'autant plus grave si en fait on part du principe qu'il faut mettre à mort ces civils pour produire l'effet dissuasif. Dans le cas britannique, on a pu dans les archives arriver à documenter que c'est présenté comme une exigence. Donc là, éthiquement, c'est d'autant plus grave. Pour le cas français, il faut faire le même travail, mais en tout cas, la prévisibilité de la mort civile de masse, si on cible le Kremlin, elle est là aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vais traiter plus vite, c'est juste d'observer que la crédibilité de la dissuasion nucléaire, elle nous met aussi face à un dilemme. C'est-à-dire que si malheureusement, du fait d'un accident, d'un tir non autorisé, d'une escalade inadvertante, la France est attaquée avec des armes nucléaires en petit nombre et que donc il reste quelque chose, l'alternative sera soit on riposte et donc on entre dans la catégorie des États qui ont causé la mort de centaines de milliers de civils, mais alors on préserve la crédibilité ou on recrée, dira-t-on, la crédibilité de la dissuasion, ou alors on ne riposte pas, et à ce moment-là, on perd la crédibilité de la dissuasion. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette histoire de crédibilité de la dissuasion, elle a des effets ante, échec de la dissuasion, mais elle a des effets après l'échec. Parce qu'on va vouloir recréer la crédibilité, et cet effort pour la recréer, ça va être une incitation à la frappe. Si je peux me permettre, un dernier mot en guise d'invitation à nos auditeurs qui auraient eu la gentillesse d'écouter jusque-là. Il se peut que vous vous disiez la chose suivante. Soit une catastrophe nucléaire advient de mon vivant et à ce moment-là, moi ou ceux qui comptent pour moi vont probablement disparaître et je n'y peux rien. Soit elle n'advient pas et je suis beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse si j'oublie
immédiatement tout ce que ces deux tristes cires ont essayé de me raconter pendant 1h30. Ce choix du déni rationnel, vous l'auriez si vous n'étiez pas déjà affecté par les politiques nucléaires, même si, ce que je vous souhaite, la catastrophe n'advient pas. Or, vous êtes déjà affecté. Vous êtes déjà affecté par les conséquences des politiques nucléaires passées, en termes de contamination de la biosphère, mais aussi par le fait qu'en tant que citoyen ou citoyenne d'un État doté d'armes nucléaires, l'État qui est le vôtre s'attend à ce que vous payiez vos impôts et que donc vous soyez un contributeur au financement de l'arsenal, mais s'attend aussi à ce que tacitement vous ayez délégué votre voix au chef de l'État qui mettra en œuvre la politique nucléaire en votre nom, et aussi parce que tacitement vous êtes dans un État qui est déjà une cible du fait que la Russie utilise la notion de limitation des dommages si la dissuasion devait échouer. Donc le choix, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les États-Unis, le choix que vous avez n'est pas de choisir d'être affecté ou pas, c'est de choisir d'être actif ou passif vis-à-vis de ce risque existentiel. Et j'espère que la recherche indépendante pourra vous y aider. J'espère que aussi vous aurez compris dans cette discussion les moyens de distinguer la recherche indépendante de la communication pro ou anti-nucléaire. Et je les rappelle très brièvement, une communication pro ou anti-nucléaire va vous dire ce qu'il faut faire. La recherche indépendante ne vous dit pas ce qu'il faut faire, elle articule des choix possibles et elle vous rappelle qu'il y a le choix autre que de continuer ce qui est déjà fait. Et elle vous montre aussi que les justifications de la politique existante ne correspondent pas à l'arsenal déployé. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous remercie. Merci beaucoup pour cet entretien, Benoît Pelopidas. Votre livre « Repenser les choix nucléaires » est aux éditions Sciences Po Les Presses.